Donc, on doit définir deux prédicats mutuellement exclusifs, longueur paire puis longueur impaire. Donc, ici, je sais que longueur paire va me retourner true lorsque le nombre d'éléments de ma liste contient, lorsque la taille de ma liste contient un nombre, la taille de ma liste est un nombre pair, et longueur impair va retourner true si la taille de ma liste est un nombre impair. Et on nous a demandé de ne utiliser aucune opération arithmétique. Donc, je ne vais utiliser aucune opération arithmétique pour faire ça. Et on nous dit également que c'est deux prédicats mutuellement exclusifs. Donc, longueur paire. OK, c'est bon. J'ajoute les gens au fur et à mesure. Donc, OK. Longueur paire. Longueur paire avec un E. Si la liste est vide, on retourne true parce que 0 est pair, si je ne me trompe pas. Puis, vu que les prédicats sont mutuellement exclusifs, ça veut dire que une liste est de longueur paire si j'enlève son premier élément et que la longueur du reste de sa liste est impaire. Cela se traduit comme ceci. Si j'ai une liste avec de cette forme-là, elle est de longueur paire si et seulement si XS est de longueur impaire. Donc, ça, c'est vrai si longueur impaire, I avec majuscule, si longueur impaire XS. La même chose, si j'ai une liste sous cette forme, dans le cas de longueur impaire, alors c'est vrai si XS est de longueur paire. Donc, à ce moment-là, j'ai deux prédicats qui sont mutuellement exclusifs. Il y a des parenthèses de trop ici. Voilà. C'est tout. Donc, toute liste vide est de longueur paire. En fait, c'est cette condition qui va me permettre l'arrêt. Sinon, j'aurais des boucles infinies. Et une longueur de cette forme-là est paire, c'est seulement si la longueur de XS, qui est le reste de sa liste, qui est le reste de la liste sans le premier élément, est de longueur impaire. La même chose pour longueur impaire. On peut tester rapidement. Si je prends longueur paire de 1, 2, 3, 4, normalement, c'est une liste de longueur paire. J'écris comment? Ah, avec E. Donc, c'est une liste de longueur paire. Par contre, si je dis impair, il va me retourner false vu que c'est une liste de longueur impaire. La même chose, si je rajoute un élément ici, il va me retourner true, etc. Dans ce cas, pas de code ou au cas de base. Non, parce que on n'a pas besoin de code ici parce que ce pattern-là va échouer dans le cas d'une liste vide. Il ne va même pas rentrer parce que la liste vide ne peut pas s'écrire sous ce pattern-là. Ça, si j'avais quelque chose comme ceci, ici, en premier cas, là, le code devait être obligatoire parce que là, il peut rentrer à l'intérieur. Mais encore une fois, si vous doutez, vous rajoutez le code, vous ne perdez absolument rien à le mettre dans votre cas de base comme ceci. OK. Donc, ça, c'est tout pour le prédicat longueur paire puis longueur impaire. On passe au prochain prédicat. Le prédicat
le prédicat transforme. Donc ici, on dit, on peut représenter les entiers naturels en notation unaire par les termes 0, S de 0, S, S de 0, S, S, S de 0. Donc, ça veut dire que 0, c'est 0, puis S de 0, c'est 1, S, S de 0, c'est 2, S, S, S de 0, c'est 3. Dans le nombre de S définit l'entier. On nous demande d'écrire un prédicat transforme qui, étant donné un entier en notation unaire, X, donne dans Y sa valeur. Donc, par exemple, lorsque je fais transforme S de S de S de 0, Y, là, dans Y, il me retourne le 3. Ça, c'était un exercice d'un ancien examen. Donc, ici, transform va prendre deux paramètres. Dans le premier, c'est la notation unaire, puis le deuxième, c'est l'entier naturel qu'on veut retourner. On sait que 0, c'est 0. La notation unaire de 0, ça reste 0. Par contre, la notation unaire de 1, 2, 3, 4, n'importe quel autre entier naturel commence par un S. Donc, c'est toujours un S de quelque chose. S de 0, c'est 1. S de 0, c'est 2. Donc, c'est toujours S de quelque chose. Donc, S de quelque chose. Comment est-ce que je vais calculer ça? Je vais aller transformer le X et selon le résultat du X, je vais l'additionner à 1 parce que j'ai trouvé déjà un S ici. Donc, j'ai trouvé un S. Je vais aller chercher le nombre de S qui existe dans le reste qui est ici X. Donc là, ça va donner transform de X, puis Y1. Et le résultat Y que je cherche, ça serait Y1 plus 1. Le 1, c'est pour le S que j'ai trouvé ici. Et le Y, c'est pour le nombre de S que je vais trouver dans X. Puis c'est tout. Donc ça, c'est le prédicat transform. On va tester. Si je fais transform de S de 0, alors il me dit que c'est 2. Si je rajoute un autre S, alors ce serait 3. Pas de question, ça veut dire que c'est facile. On continue. On nous demande, sans utiliser transform, écrire un prédicat somme qui prend deux entiers unaires et qui calcule leur somme. Donc, par exemple, somme de S de 0, virgule S de 0, dans Z, on aura S de S de S de 0. Donc, en fait, 2 plus 3, 2 plus 1 va donner 3 en notation unaire. Et ce, sans utiliser transform. Donc, en fait, ça va être comme ce qu'on a déjà eu à écrire. OK, il y a une question. Est-ce qu'on aurait pu utiliser les fondeurs sur la question précédente? Pourquoi faire? Pourquoi vous aurez utilisé les fondeurs? Les fondeurs, vous pourrez... Ben, oui, vous aurez pu utiliser les fondeurs pour déconstruire, mais vous serez cassé la tête pour rien. Vous pouvez utiliser fondeur. Parce que fondeur va permettre de déconstruire. Donc, ce qu'il va faire, c'est aller extraire le S, puis extraire le X. Mais vous serez cassé la tête pour rien. Et ça veut dire quoi, notation unaire? C'est une notation mathématique. Unaire, normalement, c'est à un seul symbole. Donc, on utilise un symbole pour pouvoir écrire plusieurs choses. Donc, par exemple, S, c'est le symbole qui est utilisé pour représenter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça, c'est une notation unaire. Unitaire, pas unaire, pas unitaire. Donc, ça veut dire que j'utilise un symbole pour noter certaines choses. En fait, c'est un terme mathématique que vous pouvez utiliser dans n'importe quel autre contexte. Dans un langage, vous pouvez créer un langage unaire où vous représentez tout à l'aide d'un seul symbole. OK.
Somme. On avait dit que somme faisait quoi déjà? Ah oui, prenait deux paramètres, deux nombres unaires, puis retournait le résultat dans le deuxième paramètre. Si on sait que l'élément neutre de l'addition, c'est 0. Donc, si je fais une somme, si un des éléments est égal à 0, alors ma somme unaire va donner l'autre élément. Donc, vu que c'est l'élément neutre de l'addition. Ça, c'est le cas de base. Maintenant, dans le cas où, pardon, dans le cas où j'ai un élément unaire, S, donc dans le cas où les deux, il n'y a pas un qui est égal à 0, à ce moment, ça veut dire que j'aurai un élément qui est au moins de la forme S de X. Et puis, je ne peux pas utiliser X vu que j'ai déjà X, donc S de Y. Puis, le résultat sera dans un R. Or, je sais que comme j'ai au moins un paramètre qui s'écrit de la forme S de quelque chose, ça veut dire que mon résultat sera de la forme S de quelque chose, au minimum, parce que j'ai au moins un S dans l'un des deux premiers paramètres. Donc, ça veut dire que mon résultat va s'écrire au moins sous la forme S de quelque chose. Maintenant, ce quelque chose-là, je dois aller le chercher en faisant la somme, en quelque sorte, du reste. Donc, je vais garder mon X, puis je vais utiliser le reste du premier terme que je vais mettre dans le résultat. Et c'est de façon récursive. En écrivant comme ça, on constate que je n'ai pas besoin de cette ligne-là parce que c'est toujours le deuxième paramètre qui va se décrémenter. Donc, c'est le paramètre qui va atteindre 0. Le premier paramètre n'atteindra pas 0. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, on peut enlever ça, mais on peut aussi le laisser pour des questions d'optimisation de calcul. Donc, si le terme est égal à 0, ce n'est pas la peine d'aller faire ce calcul-là parce que je sais que s'il est égal à 0, j'ai ce résultat. Donc, si vous ne mettez pas cet exemple-là, cette ligne-là, ce n'est pas faux. Si vous le mettez, ce n'est pas faux non plus. Donc, ça, c'est somme. On va le tester tout de suite. Si je fais somme de S, est-ce que vous voyez mon terminal, j'espère? Si je fais somme de S de 0 avec S de 0, donc là, je fais 2 plus 3. Ça me donnerait S de S0 qui est 3. Bien sûr, on voit que il demande à l'utilisateur de taper un point-virgule. Ça peut être évité en rajoutant les cotes. Vu que ça n'a pas été demandé, on peut laisser, mais vous pouvez rajouter des cotes. Pas de questions, je continue. Ensuite, le prédicat concat, on l'a fait aussi plusieurs fois. On demande de définir le prédicat concat qui est vrai si Z est la concaténation de X et de Y. Donc ça, vous l'avez un peu partout dans le cours. Je vais le faire avec vous, mais le reste, je pense que je vais sauter et tomber à la base de connaissances. Donc, concat, si l'une des listes est vide, alors la concaténation va donner le même paramètre qui est, enfin, si l'une des listes est vide, alors la concaténation, c'est la liste qui n'est pas vide. Le résultat de la concaténation, c'est la liste qui n'est pas vide. Par contre, si la liste n'est pas vide, encore une fois, on peut faire l'inverse en fait, comme en haut. Donc, à ce moment, je mettrai la liste vide ici. C'est la même chose. Et puis, mettre le code aussi. Donc, si la liste n'est pas vide, ça veut dire que j'ai au moins un élément. Et dans l'autre liste, j'ai, je vais l'appeler XS ici et ici YS. Et le résultat, ça sera R. Donc, dans mon résultat, ce que je vais faire, c'est copier tous les éléments de la première ligne
dans la première liste dans le résultat. Et une fois que j'ai atteint la fin de la première liste, je vais copier les éléments de la deuxième liste à la suite. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, c'est un X concaténé à R. Puis, je vais aller concaténer le reste de la liste, c'est-à-dire XS, avec YS. Puis, le résultat, je vais mettre dans R. Donc, ça, on l'a fait plusieurs fois. Et ce prédicat est similaire au prédicat append qui existe déjà dans la base de connaissances. Ensuite, utilisez concat pour écrire une requête à deux variables, L1 et L2, dont l'exécution a pour effet d'unifier L2 avec la liste L1 amputée de ces trois derniers éléments. Donc, je reprends. On demande d'utiliser concat pour écrire une requête à deux variables, L1 et L2, dont l'exécution a pour effet d'unifier L2 avec la liste L1 amputée de ces trois derniers éléments. Indication L1 doit être la concaténation de L2 avec une liste à trois éléments. Ah, donc L2 sera la liste L1, mais sans ces trois derniers éléments. Et pour ça, on nous demande d'utiliser concat. Donc, je vais appeler cette requête 1. On va l'appeler requête 1, qui prend deux listes. Et on nous dit que L2, c'est L1, dont on a amputé les trois derniers éléments de la liste. Non, L1, oui, L2, c'est L1 sans les derniers éléments de la liste. Donc, en gros, ce serait concat de L2, parce que L2, c'est L1 moins les premiers éléments, suivi d'une liste à trois éléments et qui va donner L1. Donc, je reprends. On nous dit d'écrire requête telle que L2 soit égale à la liste L1 amputée de ces trois derniers éléments. Donc, ça veut dire que j'enlève les trois derniers éléments de L1, puis ça me donne L2. C'est exactement ce que je fais ici. En gros, L1, c'est la concaténation de L2 avec trois éléments. Je m'en fous de qu'est-ce que c'est ces éléments-là. Mais L2, c'est L1 sans ces trois derniers éléments. Ça, c'est la première requête. Deuxième requête, on demande d'utiliser concat pour écrire une requête à deux variables, encore une fois, dont l'exécution a pour effet d'unifier L2 avec la liste L1 amputée de ses trois premiers et trois derniers éléments. Donc, trois premiers et trois derniers éléments. Je vais l'appeler requête 2, qui prend L1 en paramètre, puis L2. On nous dit que L2, c'est L1 amputé à la fois de ces trois premiers éléments, puis à la fois de ces trois derniers éléments. Donc, ça va rester la même chose ici, vu que j'ai déjà amputé les trois derniers éléments. Pour amputer les deux premiers, je vais simplement les rajouter devant L2 ici. Et les trois premiers, je vais les ajouter devant L2. Puis faire ma barre et fermer ma liste comme ceci. À ce moment, L2, c'est L1, dont j'ai enlevé les trois premiers, puis les trois derniers éléments de L1. Ça, c'est L2. Pas de questions? OK. Pas de questions. Je continue. On demande de définir le prédicat dernier, XL, qui réussit si X est le dernier élément de L. Donner deux versions de ce prédicat avec et sans utilisation de concat. Donc, je vais laisser la version sans le concat et utiliser la version avec le concat parce que la version sans le concat, vous l'avez dans le labo. Dans le labo, on a fait ce prédicat-là.
Donc, je vais faire dernier, mais en utilisant concat. Ben, c'est assez facile. Donc, dernier, c'est le premier ou le deuxième paramètre? Oui, X est le dernier paramètre. Donc, si X est le dernier paramètre, en utilisant concat, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc, peu importe le début de la liste, il faudrait que le dernier élément soit X. Donc, peu importe ce que j'ai devant, si je concatène avec X, ça doit me donner L. Donc, ça, c'est le prédicat dernier. Est-ce que vous m'entendez toujours? OK, il y a certains qui ne m'entendent pas. Ben, pour ceux qui, je ne sais pas comment dire à ceux qui ne m'entendent pas, ben, je vais dire, les parties, OK, là, vous m'entendez. Mais sinon, les parties que vous n'avez pas entendues, vous pouvez le rejouer. OK. Donc, comme je disais, dernier, avec concat, ça va donner ceci. Donc, une liste a comme élément X en dernière position si et seulement si je concatène n'importe quoi avec cet élément X-là, puis ça me donne cette liste. Pour l'autre version de dernier, vous l'avez dans le labo 11 ou 10. L'un des deux labos, vous aurez le prédicat dernier. Oui, ça flottait un peu, mais maintenant ça va. OK. C'est probablement ma connexion. J'ai souvent des problèmes de connexion ici. Mais là, ça m'a l'air beau. Mais de toute façon, vous l'avez dans l'enregistrement. Puis, finalement, définir le prédicat reverse pour inverser une liste. Ça également, on l'a fait. Vous l'avez dans le cours, vous l'avez dans les labos, vous l'avez un peu partout, le prédicat reverse. C'est juste pour ne pas perdre du temps. C'est juste pour ne pas perdre du temps. Il y a quelqu'un qui a toujours un problème de son. Oui, quittez, vous revenez. Je vais vous ajouter. OK. Comme je disais, reverse, vous l'avez partout. Vous l'avez dans les labos, vous l'avez dans le cours, etc. Donc, je ne vais pas perdre le temps à le faire. On va passer à la base de connaissances, puisque c'est quelque chose qui pourra venir à l'examen. On nous dit soit la base de connaissances se trouvant en annexe et on demande de répondre aux questions suivantes. On va aller voir rapidement en quoi consiste cette base de connaissances. Dans cette base de connaissances, je vais rajouter la personne qui s'est déconnectée. OK. Dans la base de connaissances, on a les articles, le journal, l'auteur, puis les références. Si vous êtes un peu familier avec les recherches scientifiques, ben, ça se rapproche un peu de ça. Donc, vous avez les articles qui sont définis par leur identifiant, le ID, le titre de l'article, l'idée du journal dans lequel a été publié l'article, la liste des auteurs de cet article-là, puis la page dans laquelle ça se trouve dans le journal. Pour le journal, vous avez l'identifiant du journal, le titre du journal, l'année de publication du journal, puis le numéro du journal. Pour l'auteur, vous avez son identifiant, puis son nom, puis son prénom. Donc, ici, en fait, dans le prédicat article, ce qu'on retrouve dans la liste auteur, c'est n'est autre que la liste des ID des auteurs. Et c'est à partir de l'ID qu'on peut retrouver le nom puis le prénom de chaque auteur. Et finalement, on a le prédicat référence qui est défini par l'identifiant de l'article. Donc, identifiant de l'article, puis les ressources aux articles dans les ressources. Ça veut dire que l'article J0 3002 cite les articles C90, blablabla, E89, blablabla, E99, blablabla, P89, blablabla. Donc, en gros, dans référence, on a l'identifiant de l'article, puis la liste des identifiants des articles auxquels il fait référence dans les citations. Sachant cette base de connaissances-là, on nous demande de répondre à différentes questions. N'oubliez pas
les questions dans le chatbot, je rappelle juste si vous oubliez. OK. Écrivez une fonction auteur, titre, ID auteur, qui vérifie si l'auteur représenté par ID auteur a écrit l'article dont le titre est titre. Je sais que dans ma base de connaissances, je peux avoir la liste des auteurs d'un article en allant dans les paramètres. Donc, l'avant-dernier paramètre de l'article, c'est la liste des auteurs. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vérifier que l'auteur qu'on m'a donné appartient à cette liste-là. Donc, je m'en vais extraire la liste des auteurs de l'article, puis je vérifie que cet auteur appartient à cette liste d'auteurs-là. Ça me donnerait ceci. Donc, auteur prend deux paramètres, titre puis ID auteur. Donc, auteur, titre puis ID de l'auteur. Donc, encore une fois, je m'en vais chercher l'article qui est référencé par le titre. Donc, je sais que l'article a 1, 2, 3, 4, 5 paramètres. Et les paramètres qui m'intéressent, c'est le titre et la liste des auteurs. Donc, je m'en vais chercher le deuxième paramètre qui est le titre. Le deuxième paramètre qui est le titre. Puis, la liste des auteurs qui est l'avant-dernier paramètre. Donc là, je m'en vais chercher l'article de titre T et dans la liste des auteurs, c'est L. Et je vais maintenant m'assurer que l'identifiant de l'auteur qu'on m'a donné appartient à la liste des auteurs de cet article-là. Donc, member prend deux arguments, l'élément que je vais aller chercher, puis la liste dans laquelle je vais faire la recherche. Puis retourne true s'il retrouve l'élément dans la liste et false dans le cas contraire. Dans member, je vais lui donner l'identifiant de mon auteur, puis la liste de mes auteurs que je suis allée chercher. Et là, j'ai mon prédicat auteur qui permet de vérifier si un auteur spécifique a écrit un article de titre spécifié dans le paramètre. Pas de question. Ça, c'est pour le prédicat auteur. Maintenant, prochain prédicat, on demande d'écrire le prédicat A écrit qui prend deux paramètres, l'ID de l'auteur, la liste des articles, qui, étant donné un auteur, retourne la liste des titres des articles qu'il a écrits. Vous pouvez utiliser la fonction écrite ci-dessus. Donc ici, on veut retourner la liste des articles qu'un auteur spécifique a écrit. Et pour ça, on nous demande d'utiliser le prédicat. On peut utiliser le prédicat qu'on a utilisé au-dessus. Donc, a écrit prend deux paramètres, l'identifiant de l'auteur, puis la liste de ces articles, la liste des articles. Justement, c'est le paramètre liste des articles qu'on doit retourner. On veut savoir quels sont tous les articles écrits par ID auteur. Donc ici, vu qu'on a dit qu'on veut tous les articles écrits par un auteur spécifique, on peut déjà voir qu'on aura besoin d'utiliser le prédicat find all parce que find all va permettre de ramasser tous les résultats qu'on cherche. Donc, find all, parce que je veux tous les résultats. Mais qu'est-ce que je veux comme résultat? Je veux comme résultat on a demandé les titres ou les titres. Donc, je veux comme résultat titre. Je veux tous les titres des articles qu'un auteur a écrits. Et je sais que dans mon prédicat auteur, ici en haut, je suis capable, à partir d'un identifiant de l'auteur,
avoir le titre de l'article qu'il a écrit. N'oubliez pas qu'en prologue, les prédicats peuvent fonctionner dans les deux sens. Donc, si je donne ça en paramètre, alors, et je donne ça, et je lui donne une donnée ici, il va me retourner le résultat dans T. Si c'est le contraire, il va retourner le résultat dans IDA. Donc, ce prédicat fonctionne dans les deux sens. Du coup, ce que je vais faire, c'est find all les auteurs. Donc, le titre, c'est T et l'identifiant, c'est ID A. Mais qu'est-ce que je veux ramasser comme résultat? C'est le titre, c'est le T qui m'intéresse. Donc, je vais chercher tous les titres des articles que l'auteur IDA a écrit. Et ce résultat, je vais le mettre dans L, vu que c'est le résultat que je dois retourner. Dans ma liste, L va contenir une liste de titres d'articles écrits par l'auteur dont l'identifiant est ID A. OK. Toujours pas de questions. Ensuite, on demande d'écrire le prédicat auto-référence. Ça, c'est un peu plus complexe. Qui vérifie si l'auteur, identifiant auteur, qui est le paramètre, fait référence à ses propres articles. Donc, on veut savoir si lorsqu'un auteur écrit un article, si on va dans les références de cet article-là, les ressources, alors on va retrouver les articles que lui-même il a écrits. Donc, il s'auto-référence lui-même. Pour ça, on aura besoin du prédicat, sûrement du prédicat référence qui se trouve ici, parce que ce prédicat-là nous permet d'avoir accès à l'ensemble des références d'un article particulier. Donc, autoréférence, ID auteur. Autoréférence prend ID A. Donc, ici, encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher, on va aller chercher les articles qu'a écrit l'auteur. On va aller chercher ces articles-là. Et ce qu'on va faire de ces articles-là, c'est aller chercher le journal dans lequel, pas le journal, mais l'identifiant de ces articles-là. Donc, j'aurai besoin de l'identifiant de l'article que chacun des auteurs a écrit. Donc, au lieu de faire un find all du titre, je vais faire un find all de l'identifiant de l'article parce que c'est avec cet identifiant-là que je vais vérifier que ça ne se retrouve pas dans les références ici. Parce qu'ici, n'oubliez pas, le prédicat référence ne manipule que les identifiants des articles. Ça ne manipule pas les titres. Donc ici, je vais faire un find all, mais sauf que je vais aller chercher cette fois-ci des identifiants et non des titres. Donc, je vais garder le même schème qu'ici, sauf que au lieu d'aller chercher uniquement les titres, je vais chercher les identifiants des articles. Donc, je vais l'appeler identifiant art. Et comment est-ce que je fais pour avoir l'identifiant de l'article? Je m'en vais le chercher dans l'article lui-même. J'ai le titre, je peux aller chercher l'identifiant de l'article par moi-même. Donc, je vais faire article, puis article prend en paramètre l'identifiant de l'article qui m'intéresse, donc ID art. Puis, ensuite, il prend en paramètre le titre. Le titre que j'ai, il y a quelqu'un que je dois ajouter rapidement. Admit. OK. Admit. OK. Puis, l'article prend l'identifiant de l'article qui est la valeur que je cherche, qui est là. Puis, il prend un titre. Puis, il prend un de trois autres arguments dont je n'ai pas besoin. L'idée ici, encore une fois, je le rappelle, c'est d'aller chercher les identifiants des articles parce que ce n'est qu'à partir de ça que je peux aller vérifier la référence parce que la référence ne manipule que les identifiants d'articles, ça ne manipule pas les titres. Donc,
je m'en vais chercher tous les identifiants des articles que l'auteur IDA a écrits. Une fois que j'ai cette liste-là, je vais l'appeler liste article. Donc, c'est une liste qui va comporter les identifiants de l'article. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que dans cette liste d'articles-là, je vais juste m'assurer que pour chacun de ces listes d'articles, pour chacun des articles qui se trouvent dans la liste des articles, ben, les références dans cet article-là ne contiennent pas l'un des articles du même auteur. Je reprends mon explication. Donc, j'aurai une liste d'articles de l'auteur. Je vais par exemple faire A1, A2, A3. Je suppose que c'est la liste des articles d'un auteur A. Pour vérifier que cette liste, pour vérifier qu'il ne se cite pas lui-même, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des articles ici, donc je vais prendre A1, je vais m'assurer que dans A1, dans les références de A1, je n'ai pas A2 ou A3. Donc, je vais m'assurer que je n'ai pas A2 ou A3. La même chose, dans les références de A2, je vais m'assurer que je n'ai pas A1 puis A3. Donc, je vais m'assurer que l'auteur ne se cite pas lui-même. Du coup, je vais me créer un sous-prédicat que je vais appeler vérification, juste pour moi-même, qui va permettre de faire ces vérifications-là. Et pour ça, j'aurai besoin de 2 fois cette liste ici pour me faciliter la tâche. Parce que si j'ai 2 fois cette liste-là, je vais juste va vérifier que dans les références de A1, on va juste vérifier que dans les références de A1, je n'ai rien qui se trouve ici. Dans les références de A2, je n'ai rien qui se trouve ici. Dans les références de A3, je n'ai rien qui se trouve ici. En fait, c'est un peu la même chose que mult que j'ai écrit tantôt, parce que vu que je vais détruire cette liste-là, quand je vais passer A1, il va me rester A2, A3. Quand je vais passer A2, il va me rester A3. Vu que je vais détruire cette liste, je vais me faire une copie pour pouvoir travailler sur cette liste-là. Donc, vérification va me prendre la liste des articles 2 fois. Une sur laquelle je vais itérer et une qui va rester intacte parce que j'aurai besoin à chaque fois de faire un tour sur la liste complète. Donc, ça va se couper, puis je vais relancer tantôt. Et on va écrire le prédicat vérification. Bon, je vais forcer, puis relancer. Et puis, ça sera la dernière partie avant qu'on ne s'arrête. On va s'arrêter à 21h. Tu ne veux pas s'arrêter? Je vais arrêter le recording.